Alors, donc nous terminons cet après-midi en fait avec une table ronde parce qu'on a souhaité oui, non, parce qu'on a souhaité en fait voilà, proposer ce modèle de table ronde pour pouvoir réagir, pour pouvoir intervenir, pour pouvoir parler aussi avec soit les artistes ou les personnes qui ont participé à l'exposition et ou qui ont travaillé la question de Lewis Carroll. On a eu des grands absents puisque, comme Barbara l'a rappelé, un certain nombre de personnes qui devaient être présentes ne peuvent pas l'être à cause du Covid. Mais ça n'empêche qu'on peut quand même mener une table ronde puisqu'elle est présente ici. Alors, donc j'ai le plaisir de présenter Noël Chenois du studio Noco qui a élaboré les petits films de stop motion pour la première salle d'exposition sur les archives. Donc il y en avait 3 qui étaient prévus au départ. Et puis, pour des questions d'espace, on n'en a que 2 qui sont présentés. Et puis, j'ai le plaisir aussi de vous présenter Claire Bouillat, qui est ici présente à côté de moi, qui est surtout connue donc, pour son travail d'illustratrice dans l'univers de la bande dessinée. On lui doit aussi de belles pages dans Fluide glacial, ce qui nous réunit, puisqu'on s'est découvert un ami commun qu'on n'avait pas eu depuis très très longtemps, donc Claire Bouillat, qui va nous présenter aussi quelques planches. Et puis Barbara, peut-être tu peux revenir sur tes voisines. Voilà. Ayako Kubo de Anatsu Miroir, qui est venue au musée depuis en fait, plusieurs années déjà, puisque en tant que fondatrice de Anatsu Miroir, vous aviez... Ah oui, pardon. Vous aviez l'intention de construire, de créer un spectacle musical, puisque vous êtes flûtiste, mais Atsumi Noir, vous vouliez effectivement créer un spectacle autour d'Alice au Pays des Merveilles, et vous aviez... alors je ne sais plus comment ça c'est venu, mais on s'est dit, ah bah oui, tiens, on pourrait peut-être faire aussi quelque chose ensemble. Et puis, au fur et à mesure que votre projet... naissait. Hein, vous nous avez aussi présenté à un moment donné Capitolina Tchekova, j'espère que je ne me trompe pas, qui a travaillé avec vous en tant que plasticienne aussi, hein, mais qui a travaillé sur ce spectacle, et vous allez nous en parler un petit peu. Vous avez déjà présenté d'ailleurs à plusieurs reprises ce spectacle. Voilà. Alors, on peut peut-être commencer par les visuels, je ne sais pas, parce que c'est vous qui vous êtes la maîtresse de cérémonie avec l'appareil. Peut-être par Studio Noco. Voilà. Alors, bonsoir. Alors, je vais vous présenter la troisième animation qui n'a pas été projetée, voilà, qui dure un peu moins d'1 minute. Et le travail qu'on m'a demandé, c'était d'utiliser les illustrations de Lewis Carroll, qui en effet était peu connu, enfin en tout cas moi que je ne connaissais pas, que j'ai découvert grâce à votre livre d'ailleurs. Et donc voilà, je les ai scannés, je les ai découpés, je les ai animés. Et donc voilà le travail. Il y a deux autres animations qui sont dans l'exposition, qui sont dans le même procédé, où j'utilise aussi les motifs des surréalistes, voilà, des œuvres surréalistes. Pardon. Alors, pour bien préciser, en fait, le travail de stop motion, pour ceux qui sont moins familiers avec cette technique, c'est que tu reprends les motifs que tu découpes et donc tu les places à chaque fois sur une feuille, et puis tu les photographies, ouais. Et puis ensuite, de photographie en photographie, ça devient en fait une image en mouvement. Voilà. On peut peut-être le voir aussi sur la deuxième, voilà. On a montré juste c'est juste pour expliquer le procédé. Donc là, c'est juste pour expliquer comment on a travaillé l'animation. Donc j'ai redessiné le visage d'Alice parce qu'évidemment, il n'y avait pas toutes les expressions que j'avais besoin. Donc voilà, c'est juste pour montrer le procédé, évidemment. C'est pas... Donc voilà. C'est beaucoup de dessins, mais c'est surtout beaucoup de préparation pour trouver les illustrations. Là, par exemple, je lui ai fait une coupe au carré. Parce que c'était pas pratique quand elle avait les cheveux longs. Donc voilà, faut adapter un peu le dessin à l'animation.
Et donc oui, c'est assez long dans la préparation. Et dans le tournage aussi, une nuit à peu près par tournage, par animation. Voilà. Je travaille exclusivement la nuit parce que il faut pas de lumière parasite. Et je peux pas faire le noir total chez moi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est en... Et j'ai trouvé que les monstres, par exemple, qu'il y a dans le livre de Lewis Carroll sont très étonnants. C'est pas du tout l'image qu'on connaît, en fait, qu'il y a dans les illustrations classiques d'Alice au Pays des Merveilles. Donc c'est pour ça que c'était assez amusant, en fait, de découvrir ces monstres et ces personnages. Et tu disais justement que, par exemple, Lewis Carroll, quand il dessine sa petite Alice, toute la difficulté, c'est qu'elle n'a jamais le même corps ni le même visage. Oui, tout à fait. Et elle n'a jamais la même robe, elle n'a jamais la même tête. C'est très compliqué à animer, enfin, parce que c'est pas cohérent. Mais en même temps, c'est assez drôle, parce qu'il arrive à créer des expressions toujours un peu différentes. C'est une Alice un peu différente à chaque fois. Donc voilà. Donc celui-là, ce qui était assez rigolo à faire, c'est qu'il y a des systèmes, des trous dans les cubes, enfin dans le damier, pour pouvoir faire apparaître des choses, faire disparaître des choses. Donc c'était assez un peu inspiré du livre Pop-Up, voilà. C'était pour expliquer un peu comment c'était fait. Ah oui, parce que c'est du dessin donc en 3 dimensions parfois, puisque tu as des superpositions de différents dessins qui partent des jeux de trous, comme on pouvait le voir d'ailleurs dans des livres surréalistes autour de Michel Henry. En fait, des pages sont trouées pour pouvoir voir d'autres dessins dans des pages, enfin dans des dessins sous-jacents qui renvoient à d'autres dessins sous-jacents, etc. Ouais. Donc ce sont des dessins qui se superposent dans une forme d'objet animé qui lui-même est photographié pour être mis en mouvement. Exactement. Voilà, j'essaie d'expliquer un peu. Tu peux nous montrer peut-être un peu. Ah oui, alors, bon, je sais pas, pour ceux que ça intéresse, c'est très bruyant. Et puis peut-être on peut montrer la dernière en même temps. Alors, j'ai pas tout, mais j'ai tous les petits dessins, tous les éléments que j'ai découpés, que j'ai animés, donc voilà, donc ça c'est la tête d'Alice, je ne sais pas si vous voyez. Et donc après, voilà, il y a toutes les expressions. Donc globalement, j'ai travaillé sur un format A4. Donc c'est tout petit, hein, c'est assez marrant aussi. C'est le côté réduit du projet. Et par exemple, celui-ci est beaucoup plus long, beaucoup plus grand, donc j'ai pas tout ramené évidemment. Mais donc voilà, c'est pour expliquer un peu le procédé de l'exercice. Par exemple, là, le monstre. Qui a encore sa pâte à fixe, voilà, qui est avec ses dents. Donc voilà, c'est juste pour montrer l'exercice, le procédé mécanique de l'animation. Alors je filme avec un appareil photo. En fait, je fais des photos. C'est des photos. En fait. Voilà. Et donc, l'univers de Swank Meyer a été un univers qui a compté pour toi ? Bah oui, enfin, surtout dans le rapport au stop motion. Alors là, c'est du papier découpé, donc c'est quand même pas du tout le même procédé que du Swan Meyer qui travaille en volume. Mais oui, c'est très inspirant. Enfin, en tout cas, moi, c'est par Swan Meyer que je suis arrivée à l'animation. Donc c'est assez passionnant. Ouais. Merci beaucoup pour cette plongée dans le stop motion. Alors, comme le temps nous est compté, moi, ce qui serait bien, c'est qu'après, on montre, par exemple, les travaux de Claire Bouillac. Et puis, petit à petit, en voyant les autres interventions, on va pouvoir après amener progressivement à la conversation, tous ensemble. Alors Claire, donc, tu vas nous commenter aussi ton rapport à ces images-là. Qu'est-ce qui t'amène à explorer Lewis Carroll et pourquoi de cette manière-là ? Alors, moi, je fais de la bande dessinée. On dit souvent que c'est un art populaire. Donc, j'utilise Alice comme le mythe que c'est devenu, et avec les images qu'on connaît tous, qui sont un peu dans l'inconscient collectif. Tout à l'heure, on parlait au moment de l'intervention de Brigitte de quelque chose d'un peu générationnel avec Alice. C'est-à-dire que maintenant, quand on va se faire tatouer Alice, les gens qui sont plus jeunes vont peut-être se faire tatouer plutôt le film de Tim Burton, et donc finalement pas Alice, mais plutôt le Chapelier Fou ou la Reine, puisque ce sont les personnages peut-être plus marquants graphiquement. Quant à l'image d'Alice, quand bien même elle est un peu datée maintenant, et je le suis aussi un peu forcément à mon âge, mais pour moi, c'est Alice de Disney qui va être le plus reconnaissable possible, parce que comme le disait Noël,
Lewis Carroll, lui, ne représentait jamais la même Alice. C'était même pas la vraie petite Alice Liddell. C'était toujours une petite fille différente. Jan Schadtmeyer, qui a été aussi très important pour moi dans mon imaginaire, représente aussi une Alice qui est très différente et qui n'est pas aussi reconnaissable. Celle de Disney, elle est très pratique. Alors là, ce sont des pages pour Fluide Glacial. Excusez-moi, je me recule un peu parce que sinon c'est difficile pour moi. Puis j'aime bien bouger en plus. Et comment? Ah non, je tombe pas, t'inquiète. Et donc là, c'est les 2 pages ici, ce sont des pages pour Fluide Glacial où on relie à on va travailler dans l'imaginaire collectif. Donc vraiment, pour Alice, on va la faire blonde, on va la faire avec son petit serre-tête, et on va la faire, si ce n'est avec un tablier, du moins avec des codes couleurs, et avec cette robe en corolle qui est très reconnaissable, et évidemment avec a priori au départ en tout cas, des sandales noires, et peut-être même des collants blancs, ou en tout cas des sandales noires. Et on va pouvoir faire des petits clins d'œil avec bois-moi, mange-moi, et puis on va pouvoir mélanger tout un tas de choses. Graphiquement, on va tout de suite les reconnaître. Et ensuite, la dernière image, s'il te plaît. Ça, j'ai travaillé dans un magazine féminin pendant 8 ans. Chaque semaine, je faisais une image. Et là encore, il fallait que ce soit assez, comme c'était des cartoons d'une page, il fallait que ce soit représentatif. Donc là, il y avait une petite phrase plus ou moins drôle en dessous. Et il fallait, le but était qu'il y ait chaque semaine une femme dans le dessin. Et donc là, j'ai représenté Alice. Et chaque fois, immédiatement, on sait de quoi on parle. Dès qu'on parle d'Alice, dans le tout premier, en fait, c'était pour expliquer quand j'avais découvert l'humour de Daniel Gossens en bande dessinée et qui avait complètement changé ma vision de l'humour en passant par l'absurde. Et donc, outre le fait que je plongeais dans un univers que je ne connaissais pas et le fait que Daniel Gossens travaille vraiment l'absurde et le nonsense, c'était Alice. Donc, je m'étais représentée dans la toute première image. Il faut je passe sans arrêt de l'un à l'autre, c'est plus simple. Dans la toute première image, j'avais repris les codes couleurs d'Alice, le code vestimentaire d'Alice, et puis j'avais fait mes cheveux, parce que dans le temps j'avais les cheveux longs à ce moment-là, et on reconnaît quand même Alice. Et tout ça, il y a le trou, tout ça, ce sont des codes qui sont vraiment intégrés dans l'imaginaire collectif, en tout cas en Occident. Et donc on utilise beaucoup dans la bande dessinée comme dans la pub et dans l'image en général. Donc voilà un petit peu comment je vois Alice et comment elle arrive encore à être immédiatement reconnaissable, présente sans doute, et en tout cas immédiatement reconnaissable dans les images, facilement reconnaissable. Et tout de suite on bascule, comme je vous disais, dans l'idée de nonsense, dans l'idée d'absurde éventuellement, ou en tout cas dans l'idée d'un autre monde dans lequel on va aller, et c'est immédiat, quoi. C'est graphiquement immédiat. Voilà. Est-ce qu'il y avait une dimension érotique, puisque tu as travaillé donc avec Fluide Glacial? Est-ce que ton Alice, elle a aussi été sur les rives d'un érotisme un peu baroque ou... Alors, dans Fluide, non, parce que j'ai fait que 2 pages et que c'était, en plus, c'était un thème particulièrement délicieux. C'était le spécial WC. Donc, bon, voilà. J'avais pas le temps de développer forcément ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui est présent, mais c'est vraiment le passage. Alice, c'est vraiment le passage. C'est vraiment le moment où la petite fille découvre des choses et fait son initiation. Donc, oui, il peut y avoir ça. Je pense que c'est présent dans plein de mythes, de toute façon, voire même dans tous. Donc, Alice est devenue un mythe, je trouve. Alors non, pas du tout. Alors en l'occurrence, celui-ci, c'était uniquement une illustration qui était une commande c'est pour un livre de Fluide Glacial sur Daniel Gossens, donc une illustration qui était censée représenter, qui représente d'ailleurs mon rapport au travail de cet auteur. Et moi, j'ai choisi de passer par Alice pour les raisons que je vous ai dites. Ensuite, les 2 pages, c'était 2 pages uniquement. C'est des histoires courtes. Dans Fluide, j'ai eu un personnage il y a longtemps, mais c'est terminé. Maintenant, je fais des albums par ailleurs, donc je suis beaucoup moins présente dans Fluide. Si ce n'est par Francis Le Blaireau farceur, que je vous encourage tous à lire, c'est très bien. Mais c'est très différent graphiquement, et Alice n'y apparaît pas.
Quoique, à un moment donné, dans la toute première histoire, il y a une petite fille qui vient et pareil, la petite fille qui, j'ai fait une petite fille blonde avec une robe, avec, je suis même pas sûre qu'elle ait pas un tablier, avec des petites sandales. Enfin, c'est vraiment un automatisme pour moi de petite fille qui va découvrir des choses ou à qui il va arriver des choses, quoi. C'est, il y a des codes graphiques vraiment qui me viennent facilement. Là, c'était un personnage qui allait juste exister sur 2 pages et qui va découvrir tout un tas de choses, qui va aller dans un univers parallèle en allant aux toilettes dans un restaurant, voilà, et à qui il va arriver tout un tas de choses. Donc forcément Alice, quoi. De l'autre côté du urinoir, d'ailleurs, c'est le titre. J'ai un scénariste, hein, je ne suis pas responsable de tout, mais j'ai accepté. Voilà. Alors, merci. Peut-être qu'on peut présenter dans la foulée ton travail à toi, Capitolina, et à Natsumi Miroir, ce qui nous permettra après de tous de rebondir, y compris Yvan qui viendra nous rejoindre. Voilà. Donc déjà, en attendant, je présente notre ensemble. Donc notre ensemble, il s'appelle Natsumi Miroir. Donc c'est un ensemble qui font des spectacles de musique inclassée. On utilise ce mot-là aujourd'hui plutôt que contemporain pour plusieurs raisons. Donc ça, c'est notre dernier spectacle jeune public, Alice. Je vous montre déjà l'image. On va déjà montrer des vidéos, comme on n'a pas beaucoup de temps. Ouais. Ok, dans ce cas, je vais vous raconter plutôt du spectacle. Donc, c'est une idée de projet venue par le fait que nous sommes basés sur Strasbourg, donc franco-allemand, voilà. Okay. Il n'y a pas de son? Okay. Voilà, donc c'est un projet qui a été mené par l'équipe de français et allemand, parce que nous, on est en strasbourgeois, donc voilà, l'idée d'avoir ces 2 langues en même temps, c'était venu assez naturellement, et ça correspondait assez bien dans cet univers assez absurde de Alice, un pays de merveille. Et c'est un spectacle qui n'est pas de traduction qui n'est pas une histoire narrative de Alice Pays de Merveille, mais c'est plutôt une traduction de l'univers de Lewis Carroll, de Wonderland d'Alice. Donc, élément très important dans ce spectacle, c'est des livrettes. Donc, on a trouvé cet livrettiste Julian Genuit qui a son théâtre bilingue franco-allemand. Donc, il nous a fait des textes en français et allemand qui n'est pas une traduction. Donc, à la fois, on commence un texte en français et ça atterrit à la fin de phrase en allemand. Donc, ça fait vraiment drôle d'effet qu'on a commencé avec une langue et après, on ne sait pas où on est atterri. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre du son? Je crois que le micro est marche. Je peux crier aussi. Ouais, on a commencé pas dans l'ordre. Merci beaucoup. Je vais reprendre un petit peu là pour expliquer comment on a commencé tout le processus, puisque donc moi sur ce projet-là, j'étais scénographe, metteur en scène et plasticienne de ce objet. Je travaillais avec Ole Hübner et Jürgen, et l'idée c'était déjà de départ dans ma pratique, je travaillais beaucoup avec l'opéra contemporain où l'idée de forme pluridisciplinaire. Et l'idée, c'était vraiment de briser verticalité déjà. Donc, on ne travaille pas libretto, musique et puis mise en scène, mais on essaie un petit peu de renverser les choses. Et donc, pour ça, on a plutôt commencé par l'objet. Donc, en fait, j'ai fait proposition d'objet qui était aussi l'instrument musical. Et on a commencé par recherche des matières, vraiment multiplicité de matières, comment on peut développer ce monde de merveilles par les sons, mais aussi variété des matières. Donc il y a un petit test que je vais vous montrer. Donc, on a fait vraiment découverte des sons possibles, du travail de matières possibles.
qu'au départ, c'était aussi avec l'idée qu'on a parlé de projet au début, c'était quand même l'idée que ça va être interactif. Donc on a pensé que les enfants ils sont aussi en interaction avec l'objet. Et donc l'objet sort de ce pays de merveille qui se déploie et il y a chaque histoire qui se raconte parce qu'en fait toutes les musiciens ils sont dans la boîte au tout début et puis ça se déploie progressivement et on découvre le narratif et comme Ayako a expliqué c'est pas si linéaire mais c'est plutôt expérience avec cette variété des matières, des couleurs, des sensations, de jeu des mots, des sons et expérience des sons. Et là, il y a un petit extrait de musique. Donc ça, c'était une des répétitions. On a fait juste version speed. Et donc en fait cet objet, comme c'était un instrument musical, après Olé, compositeur, il a travaillé sur cette structure en utilisant comme objet instrument musical en plus des instruments classiques d'ensemble. Et ça a donné aussi un petit peu sorte de dramaturgie pour le texte. Et puis on avait toute cette histoire de jeu, comment on cache le texte dans la boîte, comment on cache des sons, comment on fait voyager dans l'espace. Mais évidemment, avec Covid, finalement, on ne pouvait pas faire version interactive. Voilà, et puis on s'intéressait, je pense que pour nous, l'intérêt vraiment travailler sur Lewis Carroll et Alice, c'était vraiment dans cette recherche de sorte de limbo, de glissement entre réalité et fiction. Parce qu'il y a aussi cette idée à quel moment flûtiste devient en lapin, à quel moment elle redevient en flûtiste. Et il y a vraiment cette glissement qui est assez marrant parce que finalement l'histoire elle est racontée par Alice, c'est le directeur technique. Et en fait, toute l'histoire, c'est vraiment mélangé. On ne sait pas à quel point ça a commencé, on ne sait pas à quel point ça s'est arrêté ou ça a recommencé. Est-ce que Et voilà, cette glissement, horizontalité aussi de relations, je pense, entre musique théâtrale, plastique, et ce mélange assez organique pour éviter aussi cette verticalité. Voilà. Je ne sais pas, Ayako, si tu as... Il y avait aussi, quand on parle de glissement, il y avait aussi un certain caractère qui a changé au milieu du spectacle, c'est-à-dire il y a un contrebassiste et il commence avec un caractère de chat, et à un moment donné, ça glisse tant qu'il commence à être un tortueux. Donc c'est aussi quelque chose qu'on ne comprend pas, mais le moment, quand on réfléchit, c'est évident qu'il y a un tortueux. Donc c'est un peu comme, je ne sais pas, c'est aussi par rapport aux langues. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des conversations de plusieurs personnes qui parlent différentes langues. C'est assez hallucinant qu'il y a une conversation, on comprend ce qui est discuté, mais quand on regarde chacun, c'est bizarre parce qu'il y a certains qui parlent français, certains qui parlent japonais, et le monde continue en parallèlement. Donc c'est un peu cet univers absurde, mais très réel. Donc c'est quelque chose qu'on a voulu expérimenter avec ce spectacle. Et si je ajoute une autre chose, c'est que nous, on a imaginé que ça soit plutôt adapté pour des enfants de plutôt CM, CM1, CM1, CM2 autour de 10 ans, parce que le sujet d'Alice, ça arrive plus tard dans la scolarité s'ils le font à l'école. Mais finalement, pour eux, c'était un peu plus... ils ont posé beaucoup plus de questions. Mais pourquoi et pourquoi? Il y avait beaucoup de pourquoi qui était un peu des freins pour eux. Même à la fin, ils ont bien apprécié le spectacle. On a eu cette impression que pour les enfants de CP, ça passait mieux, où ils ont juste laissé porter. Voilà. C'était un peu ce qui se passait avec le film de Yann Zandmaier, qui est assez particulier, qui commence par quand même un bout de viande qui bouge et qui se promène.
à comprendre pourquoi et à pouvoir raisonner l'image. Je sais pas, est-ce que vous voulez réagir dans... Y a-t-il des réactions? Une question par rapport à la musique, parce que c'est vrai que est-ce que la musique, elle est née à partir des expériences que vous faisiez de la matière, ou est-ce qu'au départ il y avait quand même une composition musicale, enfin une écriture musicale différente? Comment ça s'est passé? Oui, donc c'est exactement une très bonne question par rapport à ce projet-là, parce que l'idée c'était vraiment ne pas avoir cette frontière de musique visuelle qui compose, qui fait un acteur, qui fait de musique. Donc on est parti vraiment par cet objet monumental de 2 mètres de tube, de boîte. On a cette idée, Capitolina il a réalisé cette boîte, et à partir de ça, on a tous imaginé comment on peut faire sonner cet instrument, et les compositeurs, bien sûr, il a son identité et son esthétique qui est assez forte et qui correspondait beaucoup de ce qu'on recherchait déjà, c'est pour ça qu'on a passé une commande, mais lui, il a cette souplesse de, ok, les percussionnistes, il n'a pas besoin des instruments conventionnels, il a cet monument devant lui, donc il dit que ça. Et même pour nous, à un moment donné, moi je joue avec les coussins, à un moment donné, les chats, ils grattent. Donc la boîte, c'est quelque part, c'est un fil conducteur qui réunissait tous les éléments. Voilà. Et juste pour répondre à cette question de processus, en fait, on a fait énorme bibliothèque de matériaux, enregistré les sons. Et puis, compositeur, il a travaillé avec cette bibliothèque. Et puis, il construisait aussi avec les instruments classiques. Mais au départ, il avait rien. Il avait juste la boîte. Il est venu, il a tapé pendant des heures. Puis il est revenu. Puis il a travaillé avec un enregistrement. Et voilà. Puis on a parlé beaucoup. J'ai ajouté aussi plein de choses qu'il a demandé en disant j'ai besoin de quelque chose de plus aigu, j'ai besoin de quelque chose de plus grattant, ou capable, j'ai besoin de quelque chose un peu plus joyeux ou qui fait peur. Et voilà, on a inventé cet univers sonore avec univers visuel ensemble. Finalement, si on devait peut-être essayer de trouver un point commun entre ces trois différentes formes d'expression, la BD, le stop motion et du coup l'expérience musicale, et moi j'ai l'impression que ce qui ressort, c'est un peu un rapport à une géométrie tronquée, et qu'à chaque fois on va essayer de jouer avec les formes, de jouer avec les perspectives, autant dans les toilettes qui créent des couloirs absolument impossibles, que quand les cartes sortent du sol, je me souviens là sur le damier, sur l'échiquier, ou justement sur ce solide qui change de forme. Et donc, peut-être quel serait votre rapport un peu à la perspective, à la géométrie, à chacun, et plus précisément sur la musique. Est-ce que la volonté de faire de l'harmonie, ou au contraire de la disharmonie, a une résonance dans cette perception de l'espace? C'est-à-dire, est-ce qu'en percevant l'espace justement comme tout changeant, comme dans l'univers d'Alice, on envisage aussi la création musicale de la même façon, c'est-à-dire un peu hétérogène, avec beaucoup de choses différentes, de complications. Je ne sais pas si c'est clair. Merci pour cette belle question. Oui, donc moi je vais plutôt parler déjà pourquoi pour nous c'était Alice et correspondait bien à ce qu'on recherchait. Peut-être ça va répondre à votre question, parce que moi j'ai dit juste nous on s'appelle plus musique contemporaine mais musique inclassée, parce qu'on cherche beaucoup de justement cet croisement effronté, intersection. Donc tout ce qui sont conventionnels n'a plus de sens aujourd'hui, et donc on cherche justement cette traversée et oser justement faire autre expérience, et c'est ça ce qu'on veut aussi montrer au public, et surtout pour les jeunes publics. Donc c'est pour ça, pour nous, tant que musiciens sur scène aujourd'hui, juste interpréter les partitions sur scène,
ça ne suffit pas. En tous les cas, c'est ça ce qu'on sent. Et avec Capitolina et Olivier, tout le monde qui sont bien expérimentés déjà dans son domaine, on a eu tous un peu la même démarche par rapport à ceux qui sont de leur profession. Donc, c'est un cumul de tout le monde dépassé, tout le monde a franchi de ligne. Donc, ça faisait une sorte de tourbillon qui a ramené quelque part autre. Et c'était aussi, ça dépendait de qui recevoir ça. Il y a certains publics qui voulaient absolument écouter la musique. Ils ont écouté la musique. Et ceux qui n'ont pas l'habitude d'écouter ce qu'on appelle nouvelle musique ou expérimentale, ils sont quand même entendus et écoutés à la fin parce qu'ils s'est fait porter par d'autres choses. Donc voilà, c'est exactement, moi je répète encore, mais c'est ce qui se passe avec l'histoire d'Alice. On pense que c'est pour les enfants, mais en fait quand on commence à lire, ça raconte plein d'autres choses et ça dépend de qui lit ce livre. Et chacun peut recevoir des différents messages ou il peut avoir une réflexion sur différents domaines. Donc voilà, c'est ce qu'on cherchait. Et Alice, un peu de merveille, correspondait beaucoup voilà, dans cette rencontre. Je ne sais pas si ça a répondu. Toi, Claire, votre question de l'espace, est-ce que l'espace, ça influe sur... Oui, évidemment. En effet, il y a vraiment l'idée de la perspective déformée, en effet, et du mix de formes, en fait. Moi, je trouve ça hyper intéressant, le fait de remixer. On est dans une époque du remix, donc on remixe aussi beaucoup les formes. Et je trouve qu'Alice parle beaucoup de ça aussi, d'une certaine manière. Des fois, c'est cool. Ça se balade tout le temps, en fait, dans le bouquin. Et il y a ce côté un peu, on ne sait pas où on est, le non-sens, en effet. Et donc, je pense qu'en effet, le non-sens aussi formel fonctionne très bien. Et le fait de remixer des œuvres surréalistes, ça a quelque chose de très agréable et de très satisfaisant parce que c'est aussi des œuvres qu'on connaît visuellement, les yeux de Max Ernst, ce genre de choses qu'on connaît assez bien, en fin de compte, qui sont des images un peu comme Alice, rémanentes culturellement. Et donc voilà, c'est rigolo de vouloir les remixer avec d'autres choses, même si c'est plutôt des œuvres classiques au final. Enfin, depuis, c'est devenu des classiques. Donc, voilà. Donc en effet, oui, il y a un mix de formes qui est assez intéressant. Ouais, j'ai le mien. Je peux peut-être apporter un petit complément aussi par rapport à cette question de la géométrie. En fait, la première section de l'exposition, vous avez vu, c'était un échiquier, un damier, hein, et ça, c'était une façon aussi de reprendre de l'autre côté du miroir, parce qu'en fait, Lewis Carroll, quand Alice arrive dans ce paysage, elle reconnaît quand même immédiatement un échiquier au sol, en fait. Hein. Et donc, il y a quand même souvent chez Lewis Carroll, à la fois, ce qu'on a déjà aussi évoqué tout à l'heure, hein, il y a quand même des règles, en fait. Hein. C'est pas que de l'absurde, du non-sens ou quelque chose où on ne sait pas. Oui, on ne sait pas forcément où on va, mais il y a quand même une écriture, il y a quand même, des choses assez solides et une géométrie aussi là qui était dans l'échiquier. Alors aujourd'hui, Bruno Boucher ne pouvait pas être là, donc le directeur du ballet de l'Opéra national du Rhin, qui aurait pu effectivement parler aussi du spectacle qui avait eu lieu à Alice. Et là, en termes musicaux, on était dans un univers effectivement complètement différent, parce que c'était Philip Glass. Hein. C'est pas forcément un compositeur qu'on aurait pu attendre sur Alice. Et en fait, finalement, justement, cette espèce de géométrie dont vous parliez, elle était vraiment là et elle tenait vraiment le spectacle, et elle tenait aussi toute la fantaisie de la mise en scène, de la lumière, du ballet et des danseurs. Donc, effectivement, là, vous avez eu une approche, je pense, complètement différente de la musique et du lien entre musique, espace et temps. Mais c'est vrai que là, dans le spectacle du ballet, la géométrie, elle était quand même effectivement très, très présente. Oui, alors, ajouter des trucs, vous avez été assez complète. La différence. Alors, c'est intéressant parce que moi, je fais tout en 2 dimensions. Noël, elle est un peu entre les deux. Et puis après, il y a les 3 dimensions et puis même le son. Oui, voilà. Donc, c'est assez marrant de voir un petit peu ce que tout le monde a fait. La différence que je verrais par rapport à ce que j'ai fait avec Alice, c'est que moi, j'utilise Alice comme un outil au milieu d'une narration. Quand vous partez vraiment sur Alice et vous allez vous servir d'Alice
pour créer quelque chose autour d'elle et vous la réapproprier. Toi, un petit peu aussi, puisque c'était le principe, quoi. Et que moi, Alice, je l'utilise à un moment donné, j'ai besoin de parler d'elle, de quelque chose, de faire passer un message, et donc c'est un outil. Et bon, bah après l'échiquier, tout ça, en fait, c'est souvent comme ça que ça fonctionne, c'est que dès qu'il y a des règles, elles sont faites pour être bousculées, et dans Alice, c'est vraiment le principe, quoi. C'est vraiment la porte ouverte pour ça, quoi. Est-ce que ça induit, par exemple, chez toi, des cases différentes, des espaces dans la BD elle-même? Est-ce que cette Alice, elle entraîne une transformation des interactions des cases entre elles, je sais pas, des formes de cases, est-ce que ou pas, ou dans la page elle-même, est-ce que ça influe sur la disposition, la composition des pages? Oui, forcément. De toute façon, ce qu'on va mettre dans la case va influer sur la forme des cases. Maintenant, moi, je fais de la franco-belge assez classique. Et en plus, quand il s'agit d'être dans Fluide glacial, je peux pas non plus... Enfin, ça reste de la BD très, très classique. Et j'ai 2 pages, donc j'ai quand même pas mal de choses qui... Comment ? Oui, je suis assez limitée, même dans l'exploration vraiment graphique, quoi. Faut que j'aille au bout. J'ai 1 mois pour le faire. Et puis voilà, en gros, j'ai des choses qui sont un peu comme ça, mais oui, de toute façon, oui, ça serait intéressant. Vraiment, je pense que ça pourrait être. D'ailleurs, on l'a vu dans les présentations de Frémoc. Il y a vraiment des possibilités tout est possible en fait dans le monde d'Alice, en tout. Donc, bon, tout est possible à tous les niveaux. Pas mal. Merci Barbara. C'était par curiosité le studio Noco. J'aurais voulu savoir quels ont été les illustrateurs qui vous ont inspiré. Vous êtes parti uniquement des manuscrits de Carol, ou est-ce que vous avez traversé aussi une espèce de bibliothèque iconographique avant de choisir? Par exemple, pour l'animation en tant que telle, je me suis énormément inspirée, je pense que ça se voit tout de suite, des Monty Python, du jeu qu'ils avaient de ce type d'animation, alors sans le côté humour, enfin j'ai pas leur humour, quoi. Après, dans le travail illustratif en tant que tel, bizarrement je me suis beaucoup inspirée en fait, des surréalistes eux-mêmes, en fait, vraiment beaucoup, et de ce qui se sont eux-mêmes inspirés, par exemple les œuvres... le travail graphique d'illustration botanique, ce genre de choses qui est très présent dans l'exposition. Et voilà, en effet, je me suis beaucoup inspirée des surréalistes eux-mêmes. Après, des illustrateurs, oui, parce que moi-même étant illustratrice, forcément, je suis baignée là-dedans, donc je pourrais pas vous donner précisément d'illustrateurs. Ah si, d'ailleurs, ici Nori, ils sont pas là, mais j'ai été beaucoup inspirée par ce duo d'illustrateurs. C'est vrai que les Monty Python sont très caroliens et le revendiquent de manière tout à fait assumée par rapport à leur travail. Et juste un petit complément par rapport à la déconstruction de la case, il y a le travail de David Small dans Stitches, qui a ce personnage qui se transforme en lapin et qui saute dans un trou, mais en fait la case disparaît au moment où il y a le trou. Donc là, il y a une sorte de mise en abîme du fond et de la forme. Et Stitches est aussi intéressant parce que c'est très psychanalytique. Et c'est ce que je disais à propos de la résilience post-traumatique. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a un cancer du larynx et qui, pour se réfugier dans ces moments de douleur, et il se voit dans un univers carolien. Donc, voilà.
peux peut-être demander aussi à Natsu Miroir, est-ce que le spectacle, du coup, on va pouvoir le voir à nouveau, ou est-ce qu'il y a des dates qui sont prévues? Voilà, donc c'est un spectacle qui a une courte, c'est prêt à être diffusé. On a fait quelques dates. Ça a attiré étrangement plus des publics allemands pour l'instant. Donc on est en recherche de partenariat français, si vous êtes intéressés. Voilà. Là, on vient de faire quand même à Berlin. Ouais. Voilà, on vient de terminer quelques dates au Berlin. Voilà. Et c'est toujours assez intéressant de voir des réactions des enfants qui sont assez différentes entre français et allemand. Ouais. Et est-ce que vous avez réussi, parce que pendant un temps le projet c'était aussi effectivement de présenter cette boîte, alors je ne sais pas si elle a un nom, cet objet en tout cas, et que le public, alors pas sous une forme scénique comme on a pu la voir, comme moi j'ai pu la voir, mais que l'objet était présenté et que le public pouvait aussi s'avancer. Ça vous avez pu peut-être ou pas vraiment l'expérimenter? Ça a été fait toujours après le spectacle. En fait, donc, comme c'est un jeune public, on les invite toujours à explorer des scènes avec un petit accompagnement, parce que sinon, voilà, il y a certains objets qui peuvent être un peu dangereux. Enfin, pas vraiment dangereux, mais voilà, ça peut être dangereux pour nous. Donc ils sont accompagnés pour faire une petite visite. Donc, c'est toujours assez hallucinant pour les enfants de faire une petite visite de la maison, donc parce que le spectacle il termine avec toutes les boîtes assemblées, donc il peut vraiment aller ouvrir toutes les portes, la porte où la panne était cachée, la porte où il y avait des chats dedans, et voilà, on explore tout. Donc pour eux c'est une super expérience de pouvoir entrer dedans, et aussi on fait sonner certains objets. Donc voilà, ça complète un peu le spectacle, parce qu'à la fois certains, ils ont absolument besoin de encore aller toucher, écouter, regarder, c'est pas suffisant, mais toucher, ça complète du spectacle. Et donc, voilà, Après, il y a aussi aspect assez marrant que la vie d'objet. Et en fait, moi j'aime beaucoup. En fait, cet objet, il était vraiment habité par les musiciens. Donc en fait, si au début pour moi c'était objet, voilà, tout est genre super nettoyé, propre, je travaillais pendant 2 mois pour que puis c'est vraiment, ça devient objet très habité. Donc en moment, j'ai pas de photos maintenant, mais en fait toute la boîte, il y a partout des partitions, il y a genre chacun. Et j'ai dit, mais si vous voulez, vous pouvez ramener les photos de votre famille, je sais pas, parce qu'en fait il y a chacun avec son espace, et du coup ils s'installent. Et après le spectacle, t'as pas que objet avec lequel tu peux interagir, mais c'est un peu mémoire de vie de cet objet et mémoire de cette histoire, parce que tu rentres dans chaque espace et tu vois très bien, ok, parce que tout est vraiment aux tailles. Bon, par exemple avec contrebasse, c'est genre 2 mm de là pour que le contrebasse rentre, mais en même temps cette truc rentre dans la porte de mon charge. Donc en fait il y a toute cette histoire de millimètres où il y a un petit trou juste pour son genou. Et puis il y a mémoire de corps de chaque musicien, parce qu'on a dû couper un petit trou ici pour l'arche, et puis ici un petit peu pour l'œil. Et donc en fait, moi j'aime bien cet aspect que ça a vraiment vécu, et ça continue à vivre avec chaque spectacle. Ça a grandi. Mais ça sera idéal peut-être jouer 360 pour une fois comme c'était prévu. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Allô, ouais. Moi, c'était plus de manière générale par rapport à l'exposition et par rapport à la journée d'études, parce que du coup, ça pose une question par rapport à l'actualité de Lewis Carroll dans le monde de l'art contemporain.
Mais du coup, le fait de ne pas recontextualiser son travail par rapport à éventuellement de la pédocriminalité ou justement des termes qui vont être misogynes comme femme-enfant, du coup, quelle est votre place et votre position par rapport à ça? Parce que par exemple, BBC pour l'hommage a décidé d'évoquer cette sorte de recherche qu'il y a par rapport à des possibilités de pédocriminalité. Alors Barbara, enfin, je sais pas, on peut... Bon, en fait, vous avez vu que dans l'exposition, il n'y a pas, par exemple, les photographes, parce que les photographies qu'avait pu prendre Lewis Carroll, puisqu'il avait aussi fait à la fois des tableaux vivants et puis des photographies, ce sont des documents en fait qui ne sont pas portés à la connaissance des surréalistes avant une époque très lointaine dans le temps. Très récemment, enfin, le groupe en fait s'éteint en 1969 et l'a accès à ce type de documents et aussi à cette historiographie, à la façon dont on revisite aussi Lewis Carroll lui-même et ce qu'il a fait en termes de photographie, etc. Ça n'est porté donc à leur connaissance que bien après la plupart des œuvres qui sont présentées. Donc, les surréalistes ont accès à l'univers de Lewis Carroll par le truchement des textes et des illustrations de Tenniel, de lui-même, mais c'est déconnecté en fait en tout cas pendant une très longue période, de ce que vous abordez en termes de rapport à la femme-enfant qu'on voit chez Nabokov, qu'on voit chez... Enfin, c'est un poncif, en fait, qui est surdéterminé aussi par l'époque, hein, de ce rapport à la femme-enfant qui est érotisée, n'est-ce pas, dans ce sens. Par exemple, Belle-Mère, qui est présent dans l'exposition et qui a un regard d'érotisation de la poupée, hein, la poupée qui... alors, c'est un objet, on ne pourrait pas lui donner d'âge, puisque c'est un objet, et il est dénué d'intentionnalité, cet objet, mais quand même... Eh bien, Belle-Mère, par exemple, n'ancre pas du tout son travail spécifiquement sur, comment dire, les photographies de Lewis Carroll, alors qu'on aurait pu le penser. Pas du tout. Le travail de Belle-Mère, s'il trouve une résonance avec Lewis Carroll, c'est par le texte lui-même. Voilà, donc vous voyez, il y a un jeu de temporalité qui fait que quand on a commencé à travailler sur l'exposition, on était un peu tranquille par rapport à ces questions, d'autant que l'exposition, on voulait la réinscrire dans une grande réflexion autour de la question du genre. Et vous l'avez vu par exemple avec l'exposition des Claude Cahin, avec d'autres artistes aussi femmes qui sont présentes, puisqu'il y a à peu près 40% d'œuvres qui sont des artistes femmes. Donc c'était une volonté aussi de montrer que c'était un groupe qui s'inscrivait dans une volonté en fait de tendre vers une sorte de parité comme on peut l'entendre aujourd'hui. Donc voilà, il y avait plutôt ces questions-là qui nous intéressaient et qui montraient que les surréalistes en fait avaient le surréalisme en tant que mouvement en tout cas avait voilà cette ambition-là. Après, pris individuellement, les individus ils ont leur propre aussi trajectoire, biographie, etc. Personne, effectivement, n'est un ange, mais on ne peut pas dire que l'exposition, on puisse la critiquer sur le plan, effectivement, d'un engouement que ces surréalistes auraient eu à l'égard d'un Lewis Carroll, effectivement, qui aurait pu avoir des relations qui, aujourd'hui, nous choquent à l'égard, effectivement, de la femme-enfant. Ce n'est pas le cas, puisque, chronologiquement, il n'y a pas eu vraiment de connexion temporelle. Mais c'est une bonne question que vous posez et c'est la première fois que vous la posez parce que plusieurs fois, nous, ça a été la tension hein, dans tout le projet tel qu'il s'est élaboré. Voilà. Barbara, peut-être tu veux ajouter quelque chose, je ne sais pas. Non, enfin, effectivement, je ne sais pas trop. Ouais, c'est vrai que le titre surréaliste, en fait, hein, marque quand même notre ancrage plutôt dans l'œuvre, enfin les œuvres de Lewis Carroll, et notamment Alice au Pays des Merveilles, plutôt que dans la biographie ou dans le personnage lui-même, qui n'a pas tellement été étudié par les surréalistes. Hein. C'est effectivement, enfin, le cœur de l'expo, c'est plutôt finalement les œuvres... Ouais. Oui, je voulais rebondir là-dessus et dire pas beaucoup de temps, oui. On se méfie maintenant. C'était un aspect alors que j'ai dans la présentation qui était présent dans le texte que j'avais écrit, que j'ai pas forcément trop évoqué à l'oral, mais
J'ai parlé du travail en fait d'attaque et du fait qu'il finalement il inversait les rôles, c'est-à-dire que pour lui, il partait du point de départ de faire une Alice à l'envers et pour lui c'était le côté, l'aspect un peu pédophile ou enfin, voilà, cette coloration là, il la prenait presque comme un acquis. Donc ça c'est bizarre parce que c'est pas acquis pour tout le monde et c'est une discussion. J'ai montré aussi j'ai oublié de mentionner, je le mentionnais dans le texte au départ. C'est une question qui s'était posée aussi en 2006 pour Alice et Peter. Donc il y avait eu des réflexions comme quoi c'était les organisateurs avaient choisi 2 auteurs pédophiles. D'un point de vue légal ou juridique, il n'y a jamais rien qui a été prouvé, mais pour moi, il me semble que l'exemple du travail d'Anke Feuchtenberger et d'Attaque montre que c'est quand même un sujet. Moi, je laisse de côté l'homme ou ce qu'il a fait, etc., parce qu'en fait, j'en sais rien. Il y a plein de zones floues. Pour moi, ça fait pas trop de doute qu'il a fait des choses. Mais je pense que ce qui fait l'intérêt d'Alice et ce qui fait la force d'Alice, c'est justement cette tension et que je pense qu'il n'y a rien eu avec Alice Liddell, par exemple, et que peut-être il y a une espèce de tension et que je trouve que c'est peut-être au cœur quand même du sujet enfin, au cœur. Il y a plusieurs cœurs dans ce livre. C'est une œuvre un peu complexe, mais il me semble dans les présentations en fait que j'ai montré que on pouvait aborder en fait cette question-là, oui, du point de vue de l'œuvre, notamment parce que je pense pas que c'est pas une œuvre pédophile. En fait, c'est peut-être l'œuvre d'un pédophile ou peut-être qu'il l'a été après, mais je pense qu'il y a voilà. Je vais m'arrêter là, sinon on va être enfermé. Vous vouliez répondre peut-être? Oui. Enfin, c'était pas forcément le côté biographique qui m'intéressait. Enfin, c'était aussi le côté dire femme-enfant, par exemple, où il y a quand même une objectif. Enfin, il y a le côté femme-objet, il y a le côté sexualisation de l'enfant et à la fois de la femme non prise au sérieux et du coup vraiment une sorte de topoi comme ça, de représentation de femmes qu'on n'écoute pas. C'est pareil que la Muse où du coup avec le surréalisme il y a eu quand même énormément de misogynie et donc c'est plus ce genre de questionnement de recontextualisation de ce que représente la femme dans notre société par rapport à un motif d'enfant qui doit découvrir la vie mais qu'on renvoie toujours à une sexualité ou à des symboliques. Enfin, moi c'est plus ce genre de questionnement qui m'intéressait pour du coup réfléchir à un demain où la possibilité de faire un parcours initiatique comme ça où il y a du non-sens puisse être éloigné de toute objectification créée par un adulte. Comme vous avez pu le voir, par exemple dans la salle rouge, il n'y a pas spécialement d'essentialisation de cette femme qui aurait été soit enfant, soit adulte, etc. On a justement fait une salle, et c'est d'ailleurs très bien que vous le notifiez, une salle qui porte surtout son attention sur la question de la transformation, donc sur la question en fait du passage, sur la question des métamorphoses. Et en effet, le Poncif veut qu'on ait réutilisé ce terme de femme-enfant, qui est un terme qui est surdéterminé par une époque, mais très rapidement, et c'est le début de cette entrée dans la première salle rouge là, qui est accolée justement à la question de la chimère, comme vous avez vu, qui est donc cette entrée dans un univers plutôt en perpétuel mouvement et transformation vers quoi? Vers justement un autre là, puisque dans la salle suivante qui termine en fait cette question des métamorphoses, on termine sur cette grande image, cette grande photo qui montre au contraire et qui tord le cou à la doxa qui voulait que le surréalisme soit un monde d'hommes et un monde misogyne, terme d'ailleurs que vous avez repris, et pour cause, puisque c'est effectivement la doxa communément admise d'un surréalisme qui n'était peuplé que d'un monde d'hommes. En fait, il s'avère qu'aujourd'hui, les relectures qu'on fait du groupe montrent à quel point c'était peut-être un des rares mouvements artistiques qui est autant exposé d'œuvres d'artistes femmes en son sein, comparé effectivement à la façon dont la société était structurée elle-même. La plupart des artistes, en fait, qui d'ailleurs sont montrés, sont épouses d'autres artistes surréalistes et à aucun moment vous verrez dans les cartels qu'on dit par exemple je sais pas Unique Zurn, femme de belle-mère ou je sais pas Dorothea Tanning, etc. On ne dit pas, bien sûr on ne
comment dire, on ne procède pas de la manière dont on faisait dans le passé en assujettissant les femmes au rôle d'épouse d'un artiste plus brillant avec lequel elles auraient vécu. Non, pas du tout. Et donc cette salle des métamorphoses, elle montre beaucoup d'artistes femmes qui s'inscrivent dans une réflexion justement sur qu'est-ce qu'elle va devenir cette femme, si ce n'est justement progressivement un sujet politique. Et en tant que sujet politique, elle va pouvoir transformer ce réel et changer cette vie qui était donc les deux principes, devises tutélaires du surréalisme. On a voulu en fait montrer ça. Et c'est vrai que c'est assez nouveau, je comprends. Et je comprends un peu votre interrogation sur le fait de réutiliser le terme de femme-enfant qui effectivement, de premier abord, pourrait laisser penser qu'on a essayé peut-être d'essentialiser la femme. Mais en fait, justement, c'est parce que c'est dans la salle des métamorphoses qu'on voit bien qu'on est dans un rouleau compresseur qui fera que les choses ne seront plus jamais comme avant. Mais vous avez raison. Hein ? Est-ce que l'expression ne fait pas écran, justement ? Ah bah oui, peut-être que ça fait écran chez certaines personnes. Ouais. De ne pas la réutiliser. Parce que j'entends tout à fait ce que tu dis sur effectivement ce passage de métamorphose ou de transformation, mais c'est vrai qu'en même temps, comme la notion elle a une histoire et elle est chargée d'une signification bien particulière par rapport à des relations de domination, c'est vrai qu'en la reprenant, même si vous lui imposez un nouveau sens, peut-être que oui, il faudrait après la question sur un autre versant de ces problématiques, c'est-à-dire est-ce qu'on peut réutiliser des notions qui sont porteurs justement d'une conception avec des rapports de domination ou alors est-ce qu'effectivement il faut les écarter complètement de toute relecture de l'histoire, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué parce que dans un poème de Gisèle Prassinos, par exemple, il y a le terme de nègre qui apparaît, qui est quand même utilisé et proféré par une gamine de 14 ans. Alors bien sûr, ça date de 1934, le poème. Donc alors ça, c'est de la matière, et qu'est-ce qu'on fait avec ça aujourd'hui ? Ce sont des vraies questions auxquelles c'est très compliqué d'apporter une réponse qui soit radicale. En fait, je pense qu'il faut rester dans la nuance. Vous avez raison, il faut beaucoup d'intelligence pour rester, je pense, dans la nuance. C'est toute la difficulté. Et le poème de Gisèle Prassinos, on l'a laissé en tant que tel parce que. Alors, donc vous verrez, il y a un texte, je m'excuse, c'est le texte que j'ai écrit dans le catalogue, c'est justement un texte qui explore la question de la femme en tant que sujet politique. Vous me direz, je suis un homme pour pouvoir l'écrire, en effet, mais bon, il n'y a pas de problème, moi aussi j'appartiens à une minorité. Je me suis proposé d'écrire ce texte justement sur la femme dans un devenir politique, comme l'était Alice, préemptée par les surréalistes eux-mêmes, et j'aborde un certain nombre de questions que vous soulevez, à laquelle d'ailleurs il est très difficile d'apporter un point final ou une réponse qui serait catégorique, en effet. Ouais. Je suis désolée, mais effectivement, il est un peu plus de 6 heures. Peut-être vous auriez dû poser votre question plus tôt. Peut-être qu'on aurait eu plus de temps pour en parler. Mais merci en tout cas à toutes et à tous. Et à bientôt, j'espère. Merci.